Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Tractation en vue d'un dialogue national inclusif en RDC, le président de l'Angola poursuit ses consultations. João Lourenço a échangé mercredi avec les délégués de la dynamique SCC-SENCO, initiative que salue la plateforme de confession religieuse de la RDC, mais elle insiste sur le respect de l'ordre institutionnel. Les éléments de la coalition AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise, neutralisés mercredi par une frappe chirurgicale d'un drone de FARDC, c'est Kevin Bouja, membre de la société civile du Sud Kivu, qui l'annonce. Il précise que les insurgés étaient en réunion de planification en vue de lancer des offensives contre les positions des loyalistes. Aucun survivant après cette attaque. Un lot de 500 bancs pupitres aux écoles primaires 1 et 7 Kipangui ainsi qu'au lycée technique Tolendissa situé au Grand Luka. Dans la commune de Ngaliema, c'est donc du service national fabriqué par d'anciens délinquants reconvertis en bâtisseurs de la nation, vise à améliorer les conditions d'apprentissage dans ces établissements scolaires. Nous parlerons également sport. Maroc-Sénégal, c'est la grande affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux nations ont éliminé mercredi, le Nigeria et l'Égypte. Nous allons y revenir avec notre envoyé spécial au Maroc avant la fin de ce journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Organisation d'un dialogue national inclusif en RDC, le président de l'Angola poursuit ses consultations. João Lourenço a échangé mercredi avec les délégués de la dynamique SCC-SENCO sur les pistes pour l'organisation de ces dialogues. Et pendant ce temps, la plateforme de confession religieuse de la République démocratique du Congo salue les efforts de médiation que mène le président angolais et président en exercice de l'Union africaine pour une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais elle insiste sur le respect de l'ordre institutionnel. On écoute l'archevêque Évariste Ejubaya Mapia, président de la plateforme de confession religieuse. Nous, la plateforme de confession religieuse, nous avons une initiative pour une paix durable et la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous avons salué ce qui s'est fait par le président en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo d'Angola, et aussi le médiateur désigné dans Forêt Simbe du Togo. Alors, en tant que plateforme de confession religieuse, nous disons nous avons besoin de la paix et une paix durable. Et nous sommes la société civile et nous sommes la composante importante qui a une voix. Nous gérons des millions d'âmes. Les 10 confessions religieuses de la plateforme de la République démocratique du Congo s'est dit effectivement prête à faire en sorte que le peuple se parle, mais tout cela dans le cadre des institutions légalement établies. Le respect de l'ordre institutionnel, c'est quelque chose de très important qui doit être dans la pensée des uns et des autres. Évariste Ejubaya Mapia, président de la plateforme de confession religieuse de la RDC. Et pour l'archevêque Dodo Kamba, coordonnateur du conseil interreligieux, il faut d'abord mettre en place la commission vérité et réconciliation avant l'organisation du dialogue. La précipitation risque de conduire les choses en mal. Parce que là, les contextes ne sont pas les mêmes qu'avec les autres fois. Parce qu'il n'y a pas une crise de légitimité, il faut l'admettre aujourd'hui. Mais il y a nécessité qu'on puisse dialoguer et échanger. Mais je pense, à mon humble avis, il faudrait qu'il y ait de préalables bien avant pour essayer de décrisper, ne serait-ce que cet espace politique et tous les acteurs, notamment de la société civile. Quels sont les préalables pour que le dialogue soit organisé, soit convoqué? Nous avons estimé, en ce qui nous concerne, nous, les membres des CIC, qu'une rencontre au préalable, c'est-à-dire par une commission vérité et réconciliation, serait nécessaire pour pouvoir établir les responsabilités, trouver des voies et moyens d'obtenir auprès de tous les acteurs en conflit, surtout tous ceux qui ont causé du tort à la population quant à la guerre et tout ça, de pouvoir procéder à une réparation et
présenter ne serait-ce que des excuses. Et pour nous, les religieux, nous aimons plus parler en termes de repentance, manifester, n'est-ce pas, la bonne foi de vouloir changer d'option, arrêter cette manière de procéder, de tuer et de détruire la population. Moi, je pense que si un travail de ce genre est fait en amont, ça va faciliter le reste des choses et le dialogue sera beaucoup plus constructif et inclusif à ce moment-là. L'archevêque Dodo Kamba qui répondait aux questions d'Eric Ambago. Et pendant ces temps, des éléments de la coalition AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été neutralisés mercredi par une frappe chirurgicale d'un drone des FARDC. C'est Kelvin Bouja, membre de la société civile du Sud Kivu, qui l'annonce. Il précise que les insurgés étaient en réunion de planification en vue de lancer des offensives contre les positions des forces loyalistes. Aucun survivant après cette attaque. On l'écoute. Il y a les rebelles du M23 qui étaient dans un restaurant à Kalundu au port de l'État. C'est dans la commune de Kalundu à Mérite-Ouvira. Ils étaient dans un restaurant en train de faire une réunion de planification. Les FARDC étaient déjà au courant jusqu'à ce qu'il y ait un drone qui était venu pour calciner cet immeuble. C'est un immeuble de combien d'étages? De deux niveaux. On n'a pas l'estimation, mais ils étaient nombreux. Selon les informations, il y a quelques éléments qui seraient venus de Bukavu et de la plaine de la Ruzizi. Ils étaient dans une réunion de planification. Quelle est la situation à présent? Oui, la situation est un peu calme pour le moment maintenant parce que ça bombardait. La population était toujours dans une psychose dans toute la commune de Kalundu. Il y a les habitants d'abord qui ont perdu leurs biens de valeur parce qu'en courant, beaucoup d'habitants ont perdu leurs biens de valeur. Il y a ceux qui étaient au marché Kalimabeng, c'est dans la ville d'Ouvira. Et puis plus de 4000 ménages de déplacés vivent en véritable calvaire depuis l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. L'autorité locale lance une campagne de solidarité en leur faveur. Elle demande aux églises, associations et personnes de bonne volonté de visiter leurs compatriotes. Il s'agit de familles qui ont fui l'activisme des terroristes M23 et EDF. Barthélemy Sibabouira, délégué du gouverneur militaire au poste frontalier de Kassindi, est au micro d'Érickson Douemboué. Le pays est menacé et que l'ennemi a occasionné le déplacement de plusieurs personnes. À Kassindi, par exemple, nous avons beaucoup de déplacés de guerre. Ils sont nombreux, plus de 3000 qui sont ici, seulement dans l'agglomération. Maintenant, il faut ajouter aussi les chiffres, disons, de déplacés qui vivent au fin fond de notre groupement de Bassongora. Au total, en tout cas, on va vers 4000 et plus de déplacés internes. Alors, quand on est autorité et quand on est aussi population, il faut avoir cet esprit, je dirais, manifester un esprit de solidarité. Il faut manifester un esprit de solidarité, il faut être solidaire avec ces déplacés parce que faire manifester une solidarité avec ces déplacés. On parle aussi de Burek qui célèbre ses 14 ans. Sous le signe de la solidarité nationale, les blocs unis pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à Julien Paluku, a marqué mercredi son 14e anniversaire par les actions de compassion en faveur des populations de l'Est, victimes de massacres et de guerres récurrentes. Cette commémoration a également été l'occasion de réaffirmer l'enracinement des idées politiques du Burek axées sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et le développement durable de la RDC. Le président intérimaire, le sénateur Jean-Marie Katogoulio, a remis une enveloppe au secrétaire fédéral du Burek Sud Kivu, qui est à Kinshasa pour raison de guerre, afin d'assister les membres du parti dans cette province réfugiée au Burundi. On écoute Jean-Marie Katogoulio au micro de Walter Nkouille. Nous l'avons célébré sur un thème principal qui consiste à la consolidation des acquis et leur pérennisation. Dans les acquis du Burek, en dehors d'actions politiques, il y a aussi d'actions sociales et humanitaires. Comme nous avons célébré notre anniversaire sur 4 jours, on a sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a eu des actions phares, notamment le don volontaire des sangs à Beni. C'est pour le sang qui sera donné aux nécessités, notamment des victimes des massacres, ainsi que certains militaires qui ont été blessés au niveau des fronts. Beni.
continue toujours à être un front de l'agression rwandaise à travers les M23, mais aussi les attaques des ADF ougandais. Au niveau de Kinshasa, cette solidarité a été célébrée avec les camarades du Sud Kivu. Et à côté de moi, le président du Conseil politique national, nous avons pu recevoir le fédéral qui est aussi déplacé ici à Kinshasa avec certains camarades de ce comité pour essayer de leur présenter physiquement à notre solidarité en tant que camarades. Alors on fera un petit geste de solidarité à ce jour ici de célébration de notre anniversaire. Nous partageons leurs souffrances, nous leur recommandons de résister. Et puis, pas de congé technique sans paiement des arriérés, c'est le cri de colère des cadres et agents du PDD-RCS dans l'est du pays. Les manifestants ont déposé un mémorandum auprès des autorités provinciales de l'état des sièges pour marquer leur opposition à ces décisions du coordonnateur national du programme. Ils réclament en plus 39 mois de salaire impayés pour l'ensemble des agents du Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri, ainsi que du Tanganyika et Maniema. On écoute un extrait de ce mémorandum lu par leur porte-parole Christophe Adubango, un extrait choisi par Erickson Luemboy. En date du 9 janvier 2026, le coordinateur national a animé une réunion unilatérale à ligne réunissant tous les agents et cadres de toutes les provinces. Il n'a accordé la parole à personne. À l'entendre parler, il n'a pas été clair dans sa communication. Mais, d'après les informations à notre disposition, il préparerait renvoyer tous les cadres et agents de coordination provinciale et atteinte territoriale du PDDSS en congé technique dans un moindre paiement conséquent sur de bases inavouées. La stratégie nationale définissant les PDDSS, l'organigramme définit les postes ouverts au niveau de la coordination nationale, coordination provinciale et atteinte du PDDSS. Pour rappel, 10 sections et les services du personnel d'appui, sans oublier les 3 coordinateurs provinciaux et leurs assistants, sont autorisés à fonctionner aussi bien à chaque coordination provinciale qu'à chaque atteinte territoriale du PDDSS. Ainsi, un effectif de 20 personnes ne marcherait pas pour chaque province. À quand des réformes par rapport à la mise en place actuelle, nous devons en savoir les raisons et nous devons être associés. Nous disons non à tout congé technique de cadre et agent du PDDSS. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Encore une vive polémique autour de la gestion de la province du Congo central. La Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération des Madimba, dénonce ce qu'elle qualifie de gestion chaotique de la province par l'actuel exécutif. Elle a fait savoir dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Félix Tshisekedi. On écoute Landry Kiala Nakafoko, président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Tshisekedi, Fédération des Madimba dans la province du Congo central. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, la population du Congo central en général, les combattants et combattantes de l'IDPS Fédération de Madimba en particulier, avaient salué avec espoir votre adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès en date du 29 décembre 2025. Mais cet espoir prend de l'envol au Congo central au vu de tout ce que les communs des mortels fustigés sur la gestion chaotique du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilulu. Les rapports de l'IGF et de la commission de contrôle de l'Assemblée provinciale du Congo central ainsi que ceux d'autres sources sont une démonstration inquiétante et une preuve irrévitable de la gestion chaotique de la province. C'est pourquoi nous, Ligue des jeunes de l'IDP Tshisekedi Fédération de Madimba, exigeons la gestion de l'exécutif provincial par un fils maison de l'IDPS afin de mieux défendre votre vision et de surcroît votre mandat au Congo central. Et dans le camp du gouverneur du Congo central, on rejette ces allégations. Ignace Nzao, expert au gouvernorat du Congo central, affirme que le bilan de Grace Bilolo à la tête de la province est largement positif. Il parle de plusieurs projets de développement amorcés par le gouverneur. Plus de 10 tronçons routiers déjà
bétonnés et rendus à la population, sans compter ceux en plein bétonnage de Kisanto à Tchela en passant par Matadi, Boma et Mwanda. Une nouvelle assemblée provinciale en construction qui abritera non seulement les plénières, mais aussi d'autres importantes manifestations de la province. Les travaux du chantier les plus vieux de la province, les stades de Lumumba, sont en train d'être achevés. Il faut noter que depuis le départ de la coopération technique belge, à peine un gouverneur vient de penser à réhabiliter les routes de desserte agricole et c'est grâce aux engins achetés par la province. Alors, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui s'est fait. Les sécurités, d'ailleurs, tout le monde en parle. Et le gouvernement central, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a fait son cheval de bataille. Pour soutenir ces efforts, le gouverneur appuie les différents services de sécurité pour assurer efficacement la sécurité de ses concitoyens. Controverse autour d'une éventuelle résiliation du contrat entre le gouvernement et la société JMC SARL, titulaire du marché public, portant sur l'aménagement du tronçon de 15 km sur la RN1, axe Katende-Kabeya-Kamanga. La direction générale de la société, Johnny Mata, la compagnie, dénonce plusieurs contre-vérités dans les allégations faites sur Top Congo par le ministre provincial des Travaux publics du Kasaï oriental. D'après l'avocat conseil de JMC, l'autorité provinciale n'a pas qualité de résilier un contrat dont il n'est pas parti. Maître Idriss Ghislain Okenge précise que l'arrêt des travaux imputé par le ministre provincial des ITP à la société est plutôt dû à un chevauchement de contrat. Il indique qu'une solution à l'amiable est envisagée. On écoute Maître Idriss Ghislain Okenge. Pour la société JMC SARL, la sortie médiatique du ministre provincial des Travaux publics du Kasaï oriental est aussi intempestive qu'infondée parce que le ministre provincial annonce Urbi et Orbi la résiliation du contrat JMC. Et cette déclaration ne tire sa force que de la méconnaissance des principes élémentaires de la passation des marchés publics. Ce contrat dénoncé aujourd'hui par le ministre provincial des Travaux publics du Kasaï oriental, lie JMC SARL au gouvernement central par l'entremise de son maître d'ouvrage délégué, qui est l'Office des routes. Et rien qu'à ce titre, le ministre provincial du Kasaï oriental, fût-il celui des Travaux publics, n'a ni compétence ni qualité pour inférer dans les liens contractuels dont il n'est point parti, encore moins par la voie des presses. Dans la même déclaration, prétendre que la résiliation de ce marché des JMC est due à un arrêt ou à un prétendu arrêt des travaux constitue un contresens factuel, une contre-vérité pure et simple, car tout le monde le sait, le vrai goulot d'étranglement sur ces chantiers relève exclusivement d'un chevauchement des contrats dont la responsabilité n'incombe aucunement à JMC SARL, et qu'à ce jour, il n'y a aucune notification de la résiliation de ce contrat, ni de la part du ministre de tutelle au niveau du gouvernement central des Travaux publics, ni du maître d'ouvrage délégué qui représente ici le gouvernement central, et que à ce jour, il y a des pourparlers qui sont engagés pour essayer de résoudre le problème à l'amiable, parce que le problème à l'origine de ce goulot d'étranglement ne relève nullement des GMC, mais plutôt de l'autorité contractuelle. C'était Maître Idriss Ghislain Okenge, avocat conseil des JMC SARL. Le gouverneur de l'Équateur n'est pas responsable des tensions enregistrées le week-end dernier dans le territoire de Makanza. Les deux chefs de secteur suspendus ont été incarcérés sur ordre du parquet et ont été libérés sous condition. Ils sont accusés de détournement des biens de personnes après un naufrage survenu dans la région. Ils seraient aussi impliqués dans le vol de 285 bidons de 25 litres de carburant qui devaient servir à l'évacuation des rescapés. D'après Mika Lungango, coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur de la province de l'Équateur, ces deux chefs de secteur sont des récidivistes. C'est la 4e fois qu'ils commettent les mêmes fautes. Pour rappel, des tensions avaient éclaté à Makanza après la suspension des deux chefs de secteur par le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Le bilan faisait état de plusieurs blessés. Pour le responsable de la communication du gouverneur de l'Équateur, il s'agit d'un dossier judiciaire. Bobo Boloko n'est pas impliqué dans ces dossiers. Mika Lungango est au micro de Mami Chela. Les chefs de secteur, à chaque fois qu'il y a naufrage, au lieu de secourir les rescapés, profitent de la situation pour récupérer les biens de ces personnes. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises pour les mêmes problèmes. Actuellement, ils font face à la justice et non au gouverneur des provinces qui est à l'origine de cette situation. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser les postes vacants.
Les secrétaires des secteurs doivent assumer l'intérim. Ils sont déjà responsables pour la 4e fois du vol de 285 bidons de 25 litres qui devraient être utilisés pour secourir les rescapés. Voilà comment se présente la situation. Pour conclure, ce sont les rescapés qui ont porté plainte au parquet. Et il est important de noter qu'ils étaient en détresse. Il est essentiel que la justice puisse faire son travail et traiter cette affaire de manière appropriée. Voilà comment se présente la situation à l'heure actuelle. On va poursuivre l'actualité. Les droits des travailleurs de l'administration de l'Assemblée nationale doivent être respectés. Grande résolution de l'Assemblée générale de cette administration tenue mercredi. Plusieurs autres points ont été évoqués pour le président de la délégation syndicale de crise, Joël Kaïj. Avec les concours de l'actuel président de la Chambre basse du Parlement, l'année 2026 aura des bons résultats. On l'écoute au micro de José Ipachui. La plénière s'est exprimée librement. Les cadres et agents ont soulevé certains problèmes et apporté des propositions qui ont été adoptées. L'ensemble des résolutions ont été adoptées. Oui, nous sommes un comité syndical de crise. C'est suite aux frustrations de plusieurs années même et aux nombreuses revendications des droits qui étaient bafoués des cadres et agents de notre chambre. Et à la complicité même de l'ancienne délégation qui a fait que ces comités puissent voir le jour. Aujourd'hui, nous essayons de travailler vraiment dans la transparence et puis de nous battre pour arracher nos droits. Il y a certains droits qui jadis n'étaient pas respectés, ont commencé quand même à être respectés. Et nous allons le dire, c'est aussi avec le concours du nouveau président qui avait dit lors de notre rencontre qu'il va respecter scrupuleusement le droit des cadres et agents repris dans le règlement intérieur. Et ça nous facilite quand même la tâche, bien que les mauvaises habitudes qui ont dirigé le système perdurent. Mais nous sommes là, en partenariat avec le président, pour faire que les choses changent. Et nous avons foi que cette année, tout va changer de manière positive. Et puis la RDC met à jour les règles de son commerce avec le monde. Un atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la réglementation nationale du commerce extérieur s'est ouvert mercredi à Kinshasa après la ratification de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Les experts du ministère du Commerce extérieur, les services publics et les opérateurs privés planchent sur un texte appelé à moderniser la loi de 1973. Objectif, simplifier les procédures d'import-export, renforcer les mécanismes de contrôle, promouvoir les exportations et protéger l'industrie locale. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilombo, a indiqué au nom du ministre Julien Paluku que cette réforme permettra à la RDC de s'aligner sur les réformes internationales. On l'écoute. Vous savez que la RDC est en train d'amorcer un virage dans le domaine du commerce aussi bien régional qu'international. Et donc, mais pour le faire, il faut se doter des instruments. Ces instruments, ce sont les lois, la réglementation au niveau national, mais qui doit tenir compte évidemment de nos engagements internationaux. C'est dans ce contexte qu'au regard des textes existants, qui étaient déjà obsolètes, son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce a pris l'initiative de réunir tous les secteurs concernés, toutes les parties prenantes concernées par le commerce international, pour que tous puissent se retrouver et réfléchir sur ce que devra être désormais cette législation et également la réglementation qui doit orienter un secteur du commerce plus attrayant, moins tracassier et porter sur la promotion de nos échanges commerciaux et également pour la promotion des investissements en étant attractifs. Si nous donnons à l'extérieur l'image d'un pays attractif avec une législation qui est souple, tient compte évidemment des exigences internationales. Nous sommes différents groupements régionaux, nous sommes membres de l'OMC et donc nous devons tenir compte de tous ces engagements internationaux. Et puis, un lot de 500 bancs pupitres remis aux écoles primaires 1 et 7 Kipangui ainsi qu'au lycée technique Tolendissa situé au quartier Kanlouka, dans la commune de Ngaliema, c'est donc du service national fabriqué par d'anciens délinquants reconvertis en bâtisseurs de la nation, vient répondre à un besoin réel dans ces établissements scolaires.
La remise officielle de ces matériels a été effectuée personnellement par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouy, commandant du service national. À travers ces gestes, le service national entend améliorer les conditions d'apprentissage et contribuer activement à la formation des futures élites de la République démocratique du Congo. Bureau Matanda. Nul n'ignore que le Koluka est une zone enclavée. Malgré cette contrainte géographique, le service national, sur instruction du président de la République, a su contourner la difficulté. Sous la conduite du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouy, commandant du service national, un lot de 500 bancs pupitres neufs est arrivé dans ces établissements scolaires. 300 bancs ont été remis aux écoles primaires 1 et 7 Kimpangi et 200 bancs au lycée technique Tolendissa. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on veut. Si donc des jeunes Kuluna peuvent devenir en moins de 3 ans des hommes utiles pour le pays, que ne peut-on pas faire pour ces jeunes élèves? Voilà pourquoi, dès son avènement à la magistrature suprême du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans l'encadrement efficient et clairement orienté de la jeunesse congolaise. Les temps où l'enseignement était une simple routine est révolu. Les jeunes, puisque l'avenir de demain dépend d'eux, doivent être formés selon les besoins du pays. Ce don a été accueilli à bras ouverts par les premiers bénéficiaires. Oui, je suis très heureux de ce qu'a fait le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouy. On les remercie seulement pour ces dons-là qu'ils nous ont fait pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions. Ouais, ça va nous aider parce qu'il y a des autres bancs qui commencent un peu à abîmer, on peut remplacer. La révérende sœur Faustine Nziondissa, préfète du lycée technique Tolendissa, salue ce geste salvateur et en profite pour lancer un plaidoyer en faveur de son établissement. Ce que le président de la République a fait, c'est déjà un grand pas avec les bancs. Il reste maintenant la construction, la réhabilitation des écoles. En tout cas, coup de chapeau au service national. Et nous voulons qu'il continue à ramasser encore ceux qui traînent ici au Kanlouba pour les embarquer à Kanyamaka CC pour la réinsertion. Les auteurs de ces ouvrages sont les bâtisseurs de la nation, d'anciens délinquants venus de 4 coins du pays. Leur transformation s'est opérée grâce au service national au centre Laurent Désiré Kabila de Kanyamaka CC. Bureau Matanda sur Top Congo FM. La plupart des écoles de la ville de Kinshasa n'atteignent pas encore le niveau d'hygiène adéquat. Conclusion d'une thèse de doctorat défendue mercredi à l'UPN, Université pédagogique nationale. Papi Kapaïkoy s'est apaisanti sur le programme École Assini. Selon son étude, plusieurs facteurs compromettent la qualité de l'enseignement. Il s'agit notamment de l'insuffisance des infrastructures, la carence en eau potable, l'insalubrité de la trine et la faible implication des acteurs éducatifs. Cyril Milandou. Après le retrait des membres du jury pour délibération, son président, le professeur Pierre Mukendi Wampoy, a prononcé cette décision. Monsieur le chef des travaux, Kapai Koy Papi, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Le professeur Papi Kapaïkoy a voulu apporter son expertise dans l'assainissement des écoles de la ville de Kinshasa. Il y a un écart réel entre tout ce qu'on nous enseigne, ce que nous devrions faire et ce que nous faisons. L'assainissement aujourd'hui semble être un domaine qui attire l'attention de tout le monde. L'assainissement des écoles devrait être un processus cyclique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'hygiène pour un temps et abandonner. Et à tout moment. Donc, si l'information est que les écoles étaient assainies, nous devons constater sur le terrain aussi que ces écoles sont assainies. Papi Kapaï a proposé quelques pistes de solutions pour améliorer l'environnement des écoles. Nous devons partir de la formation. En rapport avec cette recherche que nous avons menée, nous prenons un enseignement de qualité de l'hygiène que nous devons valoriser, ce qui va dicter l'appropriation des gestes au profit de l'écologie, de notre environnement. Et à ce moment-là, ensemble, nous allons faire la promotion de l'hygiène, sans pour autant qu'il y ait des difficultés en termes de matériel, formation, que nous devons nous impliquer tous pour la promotion de l'hygiène. La thèse a concerné l'appropriation des éco-gestes pour la promotion de l'hygiène environnementale par les acteurs éducatifs des 6 premières années de l'éducation de base dans les écoles assainies de Kinshasa. Cyril Milandou.
À Kinshasa, le quartier Kaoka tente de faire preuve dans ce coin historique de la commune de Kalamou. Les résidents ont décidé de passer à l'action pour transformer leur cadre de vie. Assainissement, voirie, éclairage public sont au cœur d'une initiative citoyenne soutenue par l'ASPEL Les Fourmis. Rémi Moulingati. Ici, sur l'avenue Longo, l'odeur du bitume frais a remplacé celle des eaux stagnantes. Longtemps délaissée, cette artère affiche aujourd'hui un visage neuf, fièrement asphalté. Mais le véritable combat se joue sous nos pieds. Pour dompter les colères du ciel, des caniveaux modernes sortent des terres. L'objectif est de canaliser chaque goutte de pluie vers le grand collecteur de l'avenue des universités pour en finir avec les calvaires des inondations. Avant, dès qu'il pleuvait, on ne pouvait plus circuler. Aujourd'hui, on voit les changements. On se sent respecté dans notre quartier. Cette initiative porte un nom, celle de la mobilisation citoyenne. À la manœuvre, le député national Jerry Dikala et son ASBEL surnommé à juste titre Les Fourmis. Une méthode basée sur l'implication directe des riverains dans les travaux de curage et de construction. Et le changement ne s'arrête pas au sol. À la tombée de la nuit, Kaouka ne plonge plus dans l'obscurité. Des lampadaires LED ont été installés sur toutes les avenues. Plus qu'un confort, une arme efficace contre l'insécurité qui rongeait autrefois les secteurs. Notre philosophie est simple. Le développement commence par la base. En assainissant et en éclairant, nous redonnons de la dignité et de la sécurité à nos mamans et à nos jeunes, a déclaré le député national Jerry Dikala Majed que nous avons rencontré sur Avenue Construction. Aujourd'hui, Kaouka respire, Kaouka brille, un modèle de gestion de proximité qui, les habitants l'espèrent, fera tache d'huile dans tous les restes de la capitale. Rémi Moulingati. Au sud du Bangui, la ville de Gemena n'a pas d'infrastructure pour abriter ses différents services. Le maire Jacob Louba mobilise des moyens et le capital humain pour doter la mairie des infrastructures dignes. Il a mis en place une équipe de travail dirigée par Honoré Wamaza. On l'écoute au micro de Firapierre à Cambou. Nous travaillerons à unir toutes les forces vives autour de la vision de développement de la mairie de Gemena. Car cette population mérite mieux, mais la politique freine le développement de la province. Améliorer le cadre de vie. Nos priorités iront à l'appui en construction des infrastructures. Nous allons commencer par le bâtiment administratif de la mairie de Gemena et aussi le volet assainissement et la sécurité environnementale. D'aucuns vont nous demander où trouvez-vous les moyens pour construire la mairie de Gemena. Nous allons simplement dire la richesse d'un homme, ce n'est pas l'argent qui est en poche, mais c'est le cerveau qui produit. Promouvoir l'autonomisation. Nous soutiendrons les initiatives économiques des jeunes et des femmes pour dynamiser notre économie locale et booster le changement de l'image de la mairie de Gemena. Le comité organisera les rencontres de plaidoyer et des mobilisations des ressources financières auprès des hommes et des femmes de bonne volonté, tout en encourageant le civisme fiscal et la participation citoyenne aux travaux d'intérêt général. Perturbation dans la desserte en eau potable. La régie des eaux direction régionale Kinshasa Est informe ses abonnés de parties centre, sud et est de la ville qu'une perturbation dans la desserte en eau potable est annoncée. Cette situation fait suite aux travaux de maintenance du poste moyenne tension à l'usine de traitement d'eau de Njili, laquelle sera mise à l'arrêt ce jeudi 15 janvier 2026 à partir de 8h et c'est jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption de la fourniture en eau potable est observée dans les quartiers et communes ci-après aéroport d'Njili, Massina, Njili, Kimbaseke, Kisenso, Makala, Ngaba, Lemba, Limete. Unikin, Kindele, Mongafula, Selembao, Bombo, Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Barumbu et Gombe. La régie des eaux invite les abonnés concernés à se constituer des réserves autosuffisantes durant cette période et présente ses excuses pour les désagréments causés. Elle rassure que la desserte en eau potable sera rétablie immédiatement après la fin des travaux. De
Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Nous prenons brièvement l'actualité au-delà des frontières de la RDC avec vous, Marcel Kitambala. Rebonjour. Rebonjour Dominique Dinanga. En Guinée-Bissau, le Conseil national des transitions a voté mardi 13 janvier à l'unanimité des 65 voix une modification de la Constitution, un mois et demi après le coup d'État mené par le général Horta Ntam. La nouvelle Constitution entrera en vigueur dès sa promulgation par le président de la République des transitions et sa publication au journal officiel. Elle fait passer la Guinée-Bissau d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. La version finale du texte n'a pas encore été rendue publique. Au Bénin, le procès des auteurs présumés de la tentative de coup d'État avortée du 7 décembre 2025 se poursuit. Mardi 13 janvier, les députés d'opposition Soumaïla Bokeh, membre du Parti Les Démocrates, était le premier prévenu à comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est notamment accusé d'apologie des crimes contre la sûreté de l'État et d'incitation à la rébellion. En Ouganda, environ 21,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections générales ce jeudi 15 janvier. Le président sortant Yoweri Museveni, qui a pris le pouvoir en janvier 1986, il y a un peu plus de 40 ans, brigue un 7e mandat face à 7 candidats, dont son principal rival, l'opposant Bobby Wine. L'ONU, Amnesty International ont mis en garde contre un climat de répression et des restrictions, alors que le régime a coupé l'accès à l'Internet et renforcé son dispositif sécuritaire. En Iran, la République islamique dit également se tenir prête à répondre à toute attaque américaine ou israélienne. Par précaution, Washington a décidé de retirer une partie du personnel de sa base militaire au Qatar et guerre en Ukraine. Les derniers sommets européens en décembre a validé une formule destinée à fournir à l'Ukraine le fonds dont elle a durement besoin. La Commission européenne a mis donc sur la table mercredi 14 janvier la formule juridique qui permettra de mettre en place ces prêts sans toucher aux avoirs souverains de la Russie immobilisée en Belgique. L'Ukraine peut donc espérer le versement rapide de 90 milliards d'euros d'argent frais pour 2026 et 2027, dont le 2/3 seront consacrés à l'achat d'armes européennes. Marcel Kitambala, merci. 88.4 Top Congo FM. Sport. Sport. Coupe d'Afrique des Nations, la finale opposera le Maroc, pays hôte, au Sénégal, vainqueur de cette compétition en 2021. Et en quête d'un nouveau sacre pour se hisser en finale, les Lions de l'Atlas du Maroc ont éliminé hier à Rabat les Super Eagles du Nigeria, alors qu'à Tanger, le Sénégal sortait l'Égypte, la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN avec 7 trophées. Retour sur cette soirée demi-finale de cette 35e édition de la CAN dans cet élément de Genovic Mbouambaya, notre envoyé spécial au Maroc. Rabat n'a pas fermé l'œil. Toute la nuit, les rues ont chanté Dima Dima Maghreb. Entre drapeaux, klaxons et cris de joie, le Maroc célèbre une qualification historique. Les Lions d'Atlas sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, je pense que c'est très mérité. C'est très très mérité. Ils ont bien joué, ils ont dominé tout le long du match. Et voilà, une bonne récompense. Et j'espère que la finale sera une bonne finale aussi. C'était un très gros match. On est très fiers d'eux. Ça y est, on est en finale. On va la prendre parce que c'est nous les meilleurs. Vous n'avez pas peur du Sénégal? Moi, la seule équipe qui pouvait encore faire un peu peur, c'est le Nigeria. À partir du moment où le Maroc ou le Nigeria gagne, pour moi, c'était celle-là qui allait gagner la finale. Sur la pelouse, il a fallu attendre jusqu'au bout de la nuit pour se départager. Après 0 but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations, le Maroc a arraché sa qualification au tir au but. 4 tirs contre 2 face au Nigeria. Un homme a fait basculer la séance, Yassine Bounou, le gardien marocain qui a stoppé 2 tirs nigérians et a donc été élu homme du match. 2
quoi forcer l'admiration de son entraîneur Walid Regragui qui le considère comme le meilleur gardien du monde. On a le meilleur gardien au monde, donc à partir du moment où on a le meilleur gardien au monde, on sait que si on va au pénalty, on a de chance, mais en tout cas je suis très heureux pour le public marocain, il mérite ça, il mérite ça. Cette qualification finale a aussi une saveur particulière. 22 ans après, le Maroc retrouve une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière remonte à 2004, perdu 2-1 contre la Tunisie. En finale, le Maroc affrontera le Sénégal qui dispute sa 3e finale sur les 4 dernières éditions. Et là aussi, un leader a répondu présent face à l'Égypte. Sadio Mané, unique buteur face au pharaon d'Égypte. Pour lui, l'essentiel était de ne pas se précipiter. On a juste été patient du début jusqu'à la fin. Le match prochain, on va essayer d'être prêt et surtout à donner le meilleur de nous-mêmes. Maroc-Sénégal, la grande finale est prévue ce dimanche 18 janvier 2026 au Prince Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20h. En attendant, le match de classement opposera l'Égypte au Nigeria ce samedi à 17h. Rabat, Genovic Mbouambaya pour Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ces journaux. Mise en onde par Alain Pascal Mbungu. Merci de l'avoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.